retenue et loyauté, et cela en y adjoignant la comparaison. Donc je passe tout de suite la parole, pour ne pas que nous perdions de temps, à M. Nicolas Font. Merci Monsieur le professeur. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque, en particulier Odile Gouel et Alexis Zarka, qui m'ont fait l'amitié de m'inviter à ce colloque, qui est un beau colloque de droit de la fonction publique et de droit du travail, dans une optique double, ce qui est toujours intéressant. Et aussi, c'est un colloque sur les obligations, puisque dernièrement, j'ai fait beaucoup de colloques sur les droits. Et donc, c'est assez rare qu'on s'intéresse aux obligations. Il faut dire que je suis servi me concernant, puisque je parle de l'obligation de servir et d'obéir. Alors, quelques propos, et je vais essayer aussi de tenir mon temps, parce qu'il faut que tout le monde puisse intervenir correctement. Donc, je vais essayer de tenir mes 20 minutes. Quelques propos liminaires sur la notion de servir et d'obéir, et après voir comment cette notion pourrait participer, ou en tout cas, on pourrait établir une comparaison entre le droit de la fonction publique et le droit du travail. Tout d'abord, servir et obéir, quand on énonce les termes, il y a une certaine brutalité qui est assez évidente, puisque ici, on y voit peut-être des signes assez anciens, pas forcément agréables. Il y a un effet de l'arsène quelque part, je ne sais pas ce que c'est. Quelle est la source de ce bruit? C'est peut-être relance chauffage. Enfin, c'est pas sûr non plus. Hein. C'est Olivier qui Bon, c'est bien. Non, je vous préfère sur fond blanc, honnêtement. C'est mieux comme ça? Ouais, bon. Beaucoup plus joli. Donc je vous disais, servir, obéir, il y avait une certaine brutalité dans l'énonciation des termes. Et même dans l'énonciation des termes, on est quand même vers des images qui sont peu glorieuses pour l'humanité. Et puis on pense à des choses, c'est vrai, anciennes, mais que l'actualité nous a rappelé dernièrement par des images qui ont été volées sur un marché en Libye. Et même si ça peut paraître un peu malvenu, même maladroit, de comparer la condition de l'homme moderne au travail avec celle de l'esclave, il y a quand même une filiation entre les deux, et une filiation qui nous rappelle que, par l'intermédiaire de servir et d'obéir, que cette situation de service et l'obéissance, ce n'est pas tellement des obligations, en tout cas ce sont des obligations, mais ça reflète un état du travailleur. Un état du travailleur qui doit servir son employeur et qui doit donc de ce fait lui obéir. Alors, cet état, pour nous en convaincre, il faut remarquer tout d'abord que servir et obéir sont inséparables. L'un ne va pas sans l'autre, et même l'un ne se comprend pas sans l'autre. Alors pourquoi ici, ce n'est pas les textes qui vont nous aider à comprendre pourquoi c'est inséparable, servir et obéir. Parce que si on lit les textes, on a des obligations qui sont soit séparées, soit des obligations qui sont inexistantes. On prend le droit de la fonction publique, on a deux obligations qui sont séparées dans le corps du texte. Et effectivement, ici, on renvoie au titre 1 du statut général, celui qui a été adopté par la loi du 13 juillet 1983. On a deux articles qui nous intéressent. Il y a l'article 28 qui fixe l'obligation d'obéissance et qui dit que le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Et après, vous avez l'article 25 septies. On a dénombré l'article 25 à l'infini, mais à l'origine même, l'article 25 disait que le fonctionnaire devait consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui étaient confiées. Et donc, on a même une vision ici de l'obligation de servir qui est assez limitée, puisque c'est l'obligation de non-cumul qui est renvoyée. Quand on prend le droit du travail, l'obligation en elle-même pose problème. Parce qu'il faut regarder où est-ce que cette source se met en place, quelle est la source de cette obligation. Et là, on dénombre les sources du droit du travail, et on voit déjà que dans le Code du travail, il n'y a pas de référence à l'obligation d'obéissance ou l'obligation de servir. D'ailleurs, le Code du travail, ce n'est pas un code des obligations des salariés. C'est traditionnel, il y a des raisons à cela, on reviendra notamment sur ces raisons dans cette étude. Après, on va dans les conventions collectives. Dans les conventions collectives, on peut l'évoquer, mais ce n'est pas non plus l'objet des conventions collectives de revenir sur cette obligation. Et on descend les sources comme ça. C'était une comparaison qu'avait fait Gérard Lioncan, qui disait en matière de sources du droit du travail, il y avait des sources célestes, les sources terrestres et les sources infernales. Et on arrive finalement à voir apparaître cette obligation d'obéissance, en tout cas le corps de cette obligation d'obéissance et de cette obligation de servir, dans les règlements intérieurs, les décisions patronales,
c'est-à-dire les sources infernales du droit du travail, même si dans le contrat, cette obligation peut apparaître, et on verra qu'elle apparaîtra. Ce caractère inséparable, il n'est donc pas dans les textes, il n'est pas forcément dans les textes, il est plus profond que ça. Servir et obéir, c'est inséparable, tout d'abord parce que ça nous renvoie à un certain nombre de signes, et les signes sont importants. Le premier signe, c'est la matrice militaire qui a fondé l'organisation à la fois de l'administration et de l'usine. Pour l'administration, c'est patent, et tous les signes, on le retrouve même dans le droit. Le fonctionnaire, il est dans un corps, il a un grade qui l'indique, qui le met dans une hiérarchie. Il a un traitement qui n'est pas la contrepartie du service qu'il a rendu, mais qui doit lui permettre d'assumer une place dans la société, et même, il peut recevoir des honneurs. Et d'ailleurs, il y a tout un système où on reconnaît, on récompense l'honneur dans la fonction publique avec les palmes académiques, en tout cas pour les universitaires, l'éméritat, qui est une sorte d'honneur. Et ça, c'est la matrice militaire qui ressort. Pour l'organisation de l'entreprise, c'est plus ancien. C'est justement ce que nous avait rappelé Suppiot et qui était un peu à la base et à l'origine de la construction du droit du travail, c'est qu'à un moment, le capitalisme, avec la mise en place de la révolution industrielle, a nécessité une armée industrielle. Une armée industrielle qui devait être mise en ordre, et qui devait être mise en ordre par la subordination. Et donc il y a déjà ce signe-là qui apparaît. Le deuxième signe, il est plus lointain encore, c'est un héritage du droit romain. C'est un héritage du droit romain ici qui est très présent dans le droit actuel et qui est aux origines de notre droit actuel. Effectivement, si on prend le travail dans la civilisation romaine, effectivement c'est une entreprise, en tout cas c'est une activité qui est méprisée, puisque rappelez-vous, l'idéal du citoyen romain, c'était l'otium, c'était le sport, la participation à la vie de la cité. Et le fait d'avoir une activité salariée, le fait de ne pas pouvoir être libre, l'absence de vie libre, c'était le négocium. Et le négocium, c'était justement l'activité, le labeur, celui qui était soumis. Il y avait un mépris. Il y avait un mépris très fort dans la civilisation romaine sur le travail, comme il y avait un mépris dans la civilisation grecque sur le travail. Néanmoins, le romain était plus pragmatique et le droit romain fait ressurgir deux situations, deux types de relations dans lesquelles on admet qu'un individu offre un travail en échange d'un gain. Cette distinction, elle est fondée sur la distinction entre ce qu'on appelait la locatio operarum et la locatio operis faciendi, c'est-à-dire aujourd'hui le louage d'ouvrage et le louage de service. Le louage d'ouvrage et le louage de service a ainsi constitué deux corps très distincts. Pour le louage de service, qui distinguait le louage d'ouvrage et le louage de service, c'était 3 points. L'objet, la nature du louage et la détermination, plutôt la définition de l'obligation de celui qui était tenu au louage, du débiteur du travail. Sur l'objet, le louage d'ouvrage, c'est simple, c'est celui qui va porter sur la réalisation d'une œuvre ou d'une entreprise. Le louage de service, ça renvoie à une prestation servile et domestique. Il y a une soumission déjà plus forte. Sur la nature, le louage d'ouvrage, c'est une catégorie à part entière des contrats de louage. Le louage de service, en droit romain à l'époque, c'est une catégorie qui n'est pas à part entière et qui relève de la catégorie des louages de choses. Et enfin, sur la nature de l'obligation du débiteur, c'est là qu'on voit, et on va voir le caractère contemporain de cette distinction de droit romain, c'est l'obligation du débiteur qui n'est pas du tout la même. Dans le louage d'ouvrage, il y a une obligation de facere, une obligation de faire. On est tenu à un résultat. Dans le louage de service, on est tenu à une obligation de praestare. Et praestare, c'est-à-dire de mise à disposition. Celui qui est tenu dans une prestation servile et domestique n'est pas tenu seulement de faire, il est tenu de se mettre à la disposition. Et la locatio operis, elle provient finalement, et c'est là que la filiation se met en place, de la locatio hominis, de la locatio servilis, c'est-à-dire le rapport qu'a finalement le serviteur à son maître, le dominus. Et aujourd'hui, ce qui reste de cette distinction, même si le Code civil a classé le contrat de travail, au départ le contrat de louage, dans le contrat des louages d'ouvrage, ce qui reste dans cette distinction, c'est justement cette obligation de mise à disposition.
Et le travailleur aujourd'hui, ce qui distingue le travailleur subordonné du travailleur indépendant, le travailleur indépendant il est tenu à une obligation de facere, de faire, et le travailleur subordonné il est tenu à une obligation de praestare, c'est-à-dire de mise à disposition, c'est-à-dire de servir et d'obéir. Alors, cette jonction entre les deux, est-ce pour autant ça fait un état commun à l'agent public et aux salariés? Parce que c'est un peu l'objet de ce colloque. Non seulement c'est vrai que le travailleur est tenu à une obligation d'obéir et de servir, mais est-ce que c'est un état commun? Et là, il y a bien évidemment un effet de comparaison. Et un effet de comparaison, on va comparer le droit du travail et le droit de la fonction publique et s'interroger sur la pertinence de cette comparaison. Et la plupart du temps, quand on fait cette entreprise, en tout cas en matière de relations de travail, on est vraiment sur une opposition qui tombe d'un coup. Et on a cette présentation traditionnelle de dire voilà, le fonctionnaire et le salarié ne sont pas du tout dans la même situation, mais dès lors qu'on étudie un point particulier, quel qu'il soit, on se rend compte que tout de suite, l'opposition, elle est plutôt une opposition de degré plutôt qu'une opposition de nature. Et l'étude de l'obéissance et du service relève de cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on a une unité qui est quand même assez présente, on a une obligation qui est présente dans les deux corps de règles, même si il faut peut-être retraduire des fois ces obligations, parce qu'il y a un effet de retraduction qui est forcément nécessaire. Mais cette unité est toujours relative, et c'est les éléments justement de relativité qui expliquent la distinction entre le droit de la fonction publique et le droit du travail. Alors, quand même une unité, on va le voir tout d'abord par le fait que obéir et servir est une même origine, et après, unité aussi dans les significations. On a des significations équivalentes en matière d'obéissance et de service. Alors tout d'abord, obéir et servir une origine commune. Alors pendant longtemps, on a fondé la relation de travail sur un clivage entre le droit privé et le droit public. Et ce clivage, il tenait au fait qu'on distinguait le fait que le salarié consentait et que l'agent public était soumis à une autorité. Et donc on avait un clivage structurant entre le consentement et l'autorité. Le fait que d'un côté le salarié par le contrat allait accepter sa situation et se soumettre en toute volonté à son employeur, et de l'autre côté, l'autorité qui allait s'imposer au fonctionnaire, qui allait être nommé par son employeur et qui allait se voir octroyer un statut. Ce clivage-là, il était fondé quand même sur des présupposés, peut-être un imaginaire, et même fortement un imaginaire, entre l'autonomie de la volonté et justement la puissance publique et l'image qu'on avait de la puissance publique. Et ça nous a permis, ou en tout cas ça a occulté pendant très longtemps qu'il y avait un point commun qui a toujours pratiquement été présent dans les droits des relations de travail, que ce soit public et privé, c'était la subordination juridique. En tout cas la subordination plus que la subordination juridique. En effet, le point commun entre le salarié et l'agent public a toujours qu'il a été subordonné. Et il a été subordonné, en vrai, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il a été soumis à une autorité qui disposait sur lui, alors c'est un terme un peu public, mais du privilège du préalable, de l'unilatéralisme, de la capacité d'imposer sa volonté sans forcément rechercher son consentement. Et même si dans la traduction civiliste, on avait cette idée qu'on acceptait par le contrat d'emblée cette soumission et la réalité de cette soumission au quotidien faisait que vous aviez l'employeur qui était une véritable puissance et qui imposait sa volonté aux salariés au fur et à mesure du temps de cette relation. Et donc cette subordination qui a toujours caractérisé la situation du salarié et de l'agent public, c'est devenu le critère. Et c'est devenu le critère qui permet de définir ou de distinguer la relation de travail de tous les autres types de relations humaines. Et effectivement, il y a deux critères, c'est la rémunération et la subordination. Mais la subordination est le critère distinctif véritablement de la relation de travail par rapport aux autres relations humaines. Et c'est devenu le critère juridique permettant de distinguer finalement les situations qui relèvent de l'application du droit du travail, du droit de la fonction publique, des autres droits. La subordination devient donc le critère juridique. Ce critère juridique, il s'impose tout d'abord en droit de la fonction publique par la définition qu'on a du fonctionnaire. Le fonctionnaire, et on verra que les agents publics après vont venir se rapprocher de la situation du fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est celui qui est titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative, il est intégré dans l'administration,
et il est nommé à un emploi permanent. Et le fait de la titularisation dans le grade de la hiérarchie, ça veut dire qu'il est intégré dans une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il va être en soi subordonné à un ordre, à une organisation. Les agents contractuels, très rapidement, on va voir aussi que même s'ils passent un contrat, ils vont se retrouver dans une situation qui est légale et réglementaire. Et ça, le Conseil d'État le rappelle très tôt, il y a des arrêts dans les années 20, et il y a un rappel à l'ordre qui est très fort dans un arrêt de 1979, c'est l'arrêt Demoiselle Rabu, où on vient nous dire que les agents non titulaires sont dans une situation légale et réglementaire à laquelle le contrat ne peut faire échec. Ce qui est une formule forte quand même. Pour le droit du travail, c'est devenu le critère depuis l'arrêt Bardou de la Cour de cassation, où l'arrêt Bardou ici est venu mettre ou clore un débat qu'il y avait au sein de la doctrine travailliste pour savoir quel était le critère de la relation de travail, si c'était la dépendance économique, ce que soutenait Paul Cuche, ou si c'était justement la subordination, ce que soutenait Paul Pic. Et justement ici, la subordination est apparue comme le critère évident de la relation de travail. Et ce qui distingue la relation de travail, c'est le fait qu'à un moment ou à un autre, une personne se place sous l'autorité d'autrui en vue de l'obtention d'un gain, la rémunération. Ce critère est devenu, la subordination est devenue le critère, et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Alors ici, on n'a pas le temps de revenir sur les causes, même peu importe ici les causes, mais surtout comment cette subordination se caractérise. Et là, pour savoir comment elle se caractérise, finalement, eh bien, renvoyer à obéir et servir et obéir, nous permet de le distinguer. Celui qui est subordonné, c'est celui qui est dans la situation où il doit obéir et servir son employeur. On pourrait se dire que l'obéissance suffit. Mais si on regarde justement les situations, si on regarde les droits, on se rend compte que servir et obéir, là aussi, une nouvelle fois, sont inséparables. Pour le fonctionnaire, c'est assez patent. C'est assez patent parce que le fonctionnaire, il est soumis à un ordre qui est double. Il est soumis à l'ordre de l'organisation administrative dans laquelle il va être intégré, et il est soumis aussi à l'ordre, le commandement de son supérieur hiérarchique. Pour le droit du travail, la question de la définition de la subordination a posé plus de difficultés. Et justement, c'est cette hésitation entre le lien d'obéissance et le lien d'appartenance, qui a toujours un peu été problématique. Sur le lien d'obéissance, ça semble être le critère juridique, puisque la formule juridique traditionnelle, c'est de dire qu'on va distinguer la subordination dès lors que le salarié est soumis à l'autorité, au pouvoir de commandement et au pouvoir de sanction de son employeur. Mais ça reste aussi un critère qui pose des difficultés, le lien d'obéissance, quand on se limite au lien d'obéissance, sur tout un ensemble de travailleurs qui disposent d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Et on voit bien ici comment servir et obéir intervient, aussi bien des fois dans la fonction publique, parce qu'il y a aussi des fonctions au sein de la fonction publique, des professions au sein de la fonction publique qui sont très autonomes et très indépendantes dans l'exercice de leurs fonctions, où le lien d'obéissance n'est pas forcément évident, ou en tout cas le lien d'obéissance n'est pas très fort. Et on voit bien que c'est tout à fait les deux ici qui viennent se rechercher, et on va supposer une relation de travail dès lors que vous avez quelqu'un qui est intégré dans une organisation qui doit répondre à cette organisation, pas forcément sur ses tâches principales, mais sur son organisation, la manière dont elle se met en œuvre. Et on voit comme ça qu'on a pu considérer que des médecins étaient soumis à un contrat de travail parce qu'ils étaient soumis à des horaires, tout simplement, qu'on a pu voir aussi certaines fonctions qui pouvaient être utilisées, qui pouvaient être mises en place dans des rapports extrêmement ténus où il y avait une sorte de grande liberté qui était donnée, mais c'était la présence qui était nécessaire. Et là, je pense ici à tous ces salariés qui travaillent dans des entreprises un peu New Age, où le temps de travail n'est pas décompté en heures totalement, où simplement ici on vient au travail et puis on participe à des activités, on fait un baby-foot, on se restaure, on se met dans les lieux, puis à un moment on se met à travailler pour pouvoir produire. Et donc, toutes ces transformations des visages qu'on a dit de la subordination, finalement, ce n'est que rappeler que ce qui compte, c'est à un moment ou à un autre que le salarié ou l'agent public se mette à la disposition de son employeur, qu'il le serve
et qu'ils lui obéissent avec une intensité qui est assez limitée. Ce qui fait que obéir et servir nous permet de révéler ce qu'est la relation de travail. Alors sur le deuxième point, sur les significations, je vais aller très vite, en 2 minutes, même si je vois que mon temps est presque écoulé. 2 minutes. On tiendra 2 minutes. Sur les significations sont équivalentes. Alors les significations sont équivalentes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas identiques. Obéir et servir ne regroupent pas forcément, nécessairement, les mêmes définitions ou les mêmes aspects dans les relations de travail public-privé. Néanmoins, elles sont équivalentes, et cette équivalence, elle apparaît aussi bien dans la nature que dans l'étendue de l'obligation. Sur la nature, on en a déjà tout à l'heure parlé, c'est une obligation, et c'est une obligation qui est une obligation de praestare, c'est-à-dire une obligation de mise à disposition. Cette obligation de mise à disposition, elle pose la même difficulté en droit du travail et en droit de la fonction publique, c'est de savoir sur quoi porte cette mise à disposition. Est-ce que ça porte sur le corps du salarié et de l'agent public, sa personne en tant que telle, ou est-ce que ça porte sur son activité, ce que Thierry Revet avait appelé sa force de travail, c'est-à-dire la personne en action. Là, sans clore le débat, on voit bien ici que, justement, on fait apparaître par cette obligation de servir et d'obéir, finalement, l'un des plus grands dangers de la relation de travail, celle qui mérite, en tout cas, qu'elle soit contrebalancée par tout un système de garantie. Sur la nature encore, et très rapidement, ce système de garantie va être encore plus nécessaire parce que il n'y a pas un parallélisme entre ici une obligation pour les employés, pour les salariés et les agents publics et un droit des employeurs. C'est pas un droit. L'employeur n'a pas un droit à l'obéissance, il n'a pas un droit au service du salarié. On a ici une confrontation entre d'un côté une obligation des salariés et des agents publics et un pouvoir des employeurs. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir qu'on rattache traditionnellement aux employeurs, qu'ils soient publics ou privés, c'est-à-dire le pouvoir de direction, de commandement, et le pouvoir de sanction. Et comme l'avait rappelé Alain Supiot, ce pouvoir-là qui était apparu et qui était dans la doctrine de Paul Durand, c'est un pouvoir qu'on avait imaginé sur les pouvoirs de l'État, et les pouvoirs dont disposait l'État sur la société, qui étaient pratiquement des caractéristiques de pouvoir de police. Et là, cette relation du pouvoir et cette nécessité des garanties va retraduire complètement le droit. Et on voit que le droit du travail et le droit de la fonction publique, par obéir et service, se retraduisent aussi de manière très identique. Tout d'abord parce qu'en droit du travail comme en droit de la fonction publique, par le pouvoir, on ne parle pas de capacité de l'employeur, on parle de compétence de l'employeur, et on pourrait parler de compétence de l'employeur. Et surtout, en matière de contrôle et des sanctions, et je vais conclure, en matière de contrôle et des sanctions, on voit bien que on ne parle pas d'abus de droit en droit du travail. On a parlé pendant très longtemps d'abus de droit, et on voit que le droit du travail s'est converti à l'excès de pouvoir. Et ce qu'on contrôle, c'est les excès du pouvoir de l'employeur dans les prises de décision en matière de sanctions disciplinaires. Et toute la question de la proportionnalité, justement, est traduite par le fait qu'on essaye ici de circonscrire un pouvoir. Alors pour le circonscrire, effectivement, il y a des garanties qui sont nécessaires. Vous pourrez lire toutes les garanties qu'on peut apporter justement qui sont autant de limites à la capacité, enfin en tout cas des limites à obéir et servir, ce qui fixe l'étendue de l'obéissance et de l'obligation de servir. Quand même, pour conclure, au-delà de ces limites, on verra que les limites sont la loi, le juge, et vous pourrez lire que ces limites sont la loi et le juge principalement. Obéir et servir, ça constitue une nouvelle illustration de la comparaison qu'on peut faire entre le droit du travail et le droit de la fonction publique, qui permet aussi de mesurer l'écart entre les deux, puisque si justement on doit garantir par des droits fondamentaux, l'exercice de ces droits fondamentaux va des fois recouper des significations différentes, parce que justement d'un côté on sert l'intérêt général et de l'autre on ne le sert pas. Mais au-delà simplement du droit, ça interroge ici la société de manière générale, et ça interroge la société libérale, puisque si les salariés et les agents publics doivent obéir et servir, il faut rappeler que le libéralisme rêve d'une société où tout le monde est indépendant et les individus sont libres. Je vous remercie.